Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir proposé de venir. Je suis donc le médecin à Grenoble et ma vie professionnelle dans son entièreté s'est consacrée à la prise en charge des patients VIH. Je souhaite à plein de gens de vivre une vie professionnelle aussi enrichissante. Alors après toutes les discussions de ce matin, ça m'a donné encore plein d'idées, mais il faut que je tienne dans un temps imparti, donc je me calme. On m'avait donné comme thème toutes les femmes. Alors toutes les femmes, je cherchais ce que c'était que toutes les femmes. Eh ben, c'est de la jeune fille à la personne vieillissante. Je persiste à dire que d'être jeune, middle age ou vieux n'est jamais qu'un état. Il n'y a pas de jugement là derrière, c'est juste une étape de notre vie. Alors on a des femmes très 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 jeunes, en particulier celles qui ont été contaminées par transmission materno-fœtale. Donc évidemment, une relation à la vie avec le VIH, une relation à l'entrée de la sexualité, qui a été un cas très très particulier. On a des personnes qui sont toutes surprises, ainsi que moi-même, d'être arrière-grand-mère. Et vous imaginez la trajectoire de vie, le chemin parcouru pour ces femmes que j'ai côtoyées il y a plus de 30 ans, qui pensaient qu'elles allaient mourir. Et donc la consultation et la part de la patiente entièrement emplie par ça. Et le rôle du médecin, c'est d'essayer de garder dans sa tête un petit peu de cap sur dire elle vient me voir parce que je suis son médecin, je ne suis pas juste son ami. Et donc c'est assez marrant, mais il faut laisser les gens, même s'ils sont en situation de consultation, exprimer leur vie, ce qu'est leur vie, hein, et pas un interrogatoire. Une aparté tout de suite. Quand j'entends les chiffres, quand on dit 90, 90, 90 ou 95, 95, 95, vous savez, les objectifs, et qu'on rajoute le quatrième 90 ou le quatrième 95 qui est la qualité de vie, mais c'est un péché d'orgueil absolu. Où est-ce qu'on a vu que sur notre planète, 95% des gens étaient heureux? Non, mais c'est complètement déraisonnable. Et je ne peux pas supporter qu'on fasse des slogans pareils. Parce que ça veut dire que si vous ne vous sentez pas heureux, ben c'est que vous êtes le connard de circonstance à ne pas se sentir heureux. Non, mais le monde, il n'est pas comme ça, quoi. Il faut atterrir. Hein. Bref. Par peut-être aparté, revenons. Toutes les femmes, c'est celles qui viennent de tous les horizons géographiques, on en a parlé, sociaux, culturels. Culturels au sens de quelle est ma culture, qu'est-ce qu'on m'a inculqué dans mon enfance, qu'est-ce que mes grands-parents m'ont inculqué, c'est-à-dire je ne pense pas les choses de la même façon que d'autres gens. C'est ni bien ni mal, c'est autre. Et les femmes cisgenres ou transgenres, et donc elles ont toutes une histoire complètement différente. Elles sont des statuts de leur maladie complètement différents, et leur manière de faire face à cette pathologie et les ressources intimes qu'elles peuvent mobiliser sont différentes, et c'est là exactement le nœud, le point principal de la rencontre soignante. C'est là que se joue tout le reste. Quelles ressources intimes ont les gens pour faire face à un événement? Alors, je vais ne vous parler que de mon expérience de médecin, parce que c'est exactement ce que je suis. C'est non seulement mon métier, mais ce que je suis. Et qu'au bout de toutes ces années, l'attelage entre une patiente et son univers soignant n'est efficace que si la personne pense, imagine qu'elle mérite d'aller bien. Si ceci n'est pas mis en place petit à petit, pour des gens ça sera facile, pour d'autres ça sera beaucoup plus long, tous les autres efforts ne marcheront pas. Donc c'est vraiment à prendre en considération, et je rebondis sur tout à l'heure quand on a dit oui, si la charge virale est indétectable, à chaque fois que dans un courrier de mon service, il y a un courrier qui dit la personne est indétectable, les secrétaires savent qu'elles doivent changer le texte pour dire la charge virale de la personne est indétectable. C'est évidemment que quand le médecin dit que la charge virale est indétectable, c'est à la personne qui pense. Mais c'est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement dans une époque où on dit les charges virales sont indétectables, les gens vont bien, on les verra tous les ans. Comme je dis toujours, si notre rôle de médecin se limite à dire la charge virale est indétectable, il faut faire de l'intelligence artificielle, ça marchera mieux que nous. Non mais, et vraiment, la tendance est là-dedans. Et quand vous dites non, mais il y a des gens quand même, hein, on ne soigne pas le virus, on soigne la personne qui porte le virus.
y a des gens, ah oui, non, mais le reste, ça ne nous concerne pas, c'est pas notre maladie. Mais non, non, ça nous concerne, c'est la personne qui nous concerne. Donc, fuyez les endroits où on dit ah non, mais une fois par an, c'est largement assez. Pour mémoire, sur le traitement de l'hypertension artérielle, qui est une autre maladie chronique, tous les chiffres disent que le traitement n'est pris comme il faut avec un résultat efficace dans moins de 50% des cas. Si on fait ça avec le VIH, je peux vous dire que mes successeurs vont réavoir une autre épidémie à gérer. Bête comme chou. Donc les spécificités de la suivi des personnes transgenres, c'est Julia qui m'a forcé à parler de ça. Je n'ai absolument pas une valeur d'expert à ce sujet-là. Voilà, j'en suis quelques-unes, moins d'une main, donc mon expérience est une expérience intime. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Eh ben, c'est assez récemment que la prise en charge, j'ai passé de la catégorie psychiatrie à la catégorie de santé sexuelle. Alors c'est une belle étape qu'on soit sorti de la psychiatrie, et c'est une encore plus belle étape qu'on soit passé directement dans la santé sexuelle et pas dans l'endocrinologie ou que sais-je. Donc sur un plan strictement médical, le principal sujet, c'est l'hormonothérapie, et essentiellement dans le contexte de la transition mâle vers femelle. Donc il y a très très peu de belles études, puisque tout ça a été fait sous le manteau, pour résumer, pendant des années. Qu'il n'y avait pas de reconnaissance. Donc, il y avait des prescripteurs quasi cachés qui prescrivaient. Il y avait pas mal de personnes qui, évidemment, n'allaient pas chercher dans les pharmacies parce qu'ils n'étaient pas très bien accueillis, mais qui achetaient sur Internet. Alors, ça cumule le risque, c'est-à-dire que sur Internet, on ne sait pas ce qu'il y a dans le produit que vous prenez. On ne sait pas les concentrations, on ne sait même pas si c'est le bon produit. Donc, comme ça résout l'histoire. Et donc, il n'y avait pas de recensement de cette activité médicale, donc franchement, on n'a pas d'études dignes de ce nom. Alors, on peut résumer en disant qu'il y a peu de risques médicaux associés aux antiandrogènes. Il y a une petite alerte sur le risque sur des méningiomes, ce qui est une forme de tumeur cérébrale, en l'occurrence pas très grave. C'est anecdotique, ça ne mérite pas... voilà. Après, la grande question, c'est celle de l'œstrogénothérapie. Un homme, pour aller vers l'expression physique de femme, il a besoin de prendre des œstrogènes à assez grosse dose et selon un rythme qui n'est évidemment pas le même que celui qu'une femme aurait dans son cycle physiologique. Donc, alors ce que j'ai trouvé comme papier, c'est une grosse étude américaine, la Kaiser Permanente, qui a comparé à peu près 3000 femmes transgenres à 30 000 femmes cis, avec un suivi de 4 ans, ce qui est quand même pas mal comme étude. Et on voyait que le risque cardiovasculaire était multiplié par 3, avec majoritairement des épisodes veineux, ça veut dire des phlébites et des embolies pulmonaires, c'est-à-dire des caillots dans les veines. Et un peu d'accidents ischémiques artériels, c'est-à-dire des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde. Alors, c'est pas non plus la folie furieuse, hein. 3 fois plus, ça veut dire qu'il y a 150 événements chez les femmes transgenres sous œstrogénothérapie versus 50 dans la population témoin. Enfin voilà, sur 3000 personnes sur 4 ans, c'est pas non plus toutes les demi-heures. Ça veut dire qu'il faut faire de la prévention. On ne sait pas si cette étude sera comparable à ce qui se passera en France quand les choses seront mieux recensées, parce qu'on n'utilise pas les mêmes œstrogènes en France qu'aux États-Unis. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas une donnée qu'il faut écrire en disant « Ah bah, si je fais ça, je vais avoir tant que ça de plus de risques ». Mais il faut se dire « Il faut que j'enlève les autres facteurs de risque que je peux enlever ». C'est-à-dire prévention des phlébites, c'est là, voilà, on est tous et tous assis à ne pas faire grand-chose. Et si on a un peu des varices, il faut mettre des bas de contention X ou Y. Si on fait un grand voyage, il faut faire comme ça, etc. Tout un tas de préventions. Et sur le risque artériel, c'est quoi la réponse ? On arrête de fumer. Ça vous énerve, hein ? Voilà, c'est fait. Après, spécificité médicale de personnes transgenres, complications chirurgicales de la chirurgie d'affirmation de genre, je ne vais pas du tout le traiter, ça existe, c'est géré par les chirurgiens qui le font. C'est géré par les chirurgiens qui le font. Si les gens se sont fait opérer ici, on va dire dans leur pays pour ceux qui habitent en France, parce que ceux qui vont se faire opérer au Brésil, qui reviennent par le premier avion et qui ont les complications septiques, ça se corse, parce que pour y retourner, c'est pas simple. Et la prise en charge ici pose aussi des soucis. Bon, c'est rare, je ne m'étends pas. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est qu'il y a
taux de syndrome dépressif et de syndrome anxieux très supérieur chez les personnes transgenres. C'est établi dans toutes les études. Donc il faut reconnaître cet état psychologique, éventuellement le traiter, et il faut se méfier de ne pas, entre guillemets, ce qu'on appelle lire les symptômes psychologiques des personnes transgenres, comme si c'était forcément parce qu'elles sont transgenres qu'elles sont dans cette situation psychologique, et ne pas avoir de discours médical. Que ce soit parce qu'elles sont transgenres, ça induit un désarroi, et qu'elles soient dans cette situation psychologique, oui, non, pourquoi pas, mais s'il y a un syndrome dépressif, il faut le prendre en charge. On ne peut pas tolérer que ces personnes soient plus en souffrance sur le plan psychologique juste parce qu'elles ont des raisons de l'être. Il faut quand même les prendre en charge. Après, selon le mode de vie sexuel, ça a été un peu évoqué ce matin, le risque est plus grand de maladies sexuellement transmissibles et d'hépatite virale. Donc là aussi, ça dépend du mode de vie de la personne. On peut être transsexuel et avoir une vie sexuelle parfaitement sage. On peut être transsexuel et avoir une vie sexuelle très agitée. Et un exemple mignon, c'est sur le monkeypox. Le monkeypox, l'épidémie qu'il y a eu, ça avait absolument tout d'une épidémie de type infection sexuellement transmissible. Sauf qu'il n'y avait pas besoin de relations sexuelles pour l'attraper. Donc ça n'a été jamais rangé. Enfin, globalement, dans nos hôpitaux, on avait 98% d'homosexuels dans nos patients monkeypox. Et quand on avait, et parmi les femmes qui avaient du monkeypox, c'était pas mal des trans. C'est juste que c'est un facteur de risque qui n'est pas lié au fait d'être transsexuel, mais qui est lié au fait de la sexualité tenue par la personne. Donc, il faut dépister les infections qui peuvent être arrivées, les traiter. La prévention, c'est la PrEP, ça va être évoqué plein de fois. Donc, la vaccination, donc les niveaux de vaccination, quand il y a des épidémies de méningo, il faut vacciner contre le méningo. Pour le monkeypox, il fallait faire les vaccins variole. L'hépatite B, les gens doivent être vaccinés. Et la question des traitements post-exposition antibiotiques après les contacts sexuels à risque. Alors, toute petite particularité, il y a une interrogation, le mot est fort, sur l'utilisation des antirétroviraux injectables par voie IM, et donc chez les personnes porteuses de prothèses au niveau des muscles fessiers. Donc, pour le moment, c'est encore en suspens. Une des solutions sera peut-être l'injection au niveau du muscle de la cuisse. Donc, rencontre médicale avec une femme vivant avec le VIH. La contamination laissera une trace, ça, je n'ai pas besoin de vous le raconter à vous. Globalement, toute l'histoire de la personne aura un impact sur sa santé sexuelle, ça sera traité cet après-midi, sur la question de la procréation, sur les comorbidités. Mais à côté de cette contamination, il y a qui sommes-nous chacune individuellement. On a des facteurs génétiques, culturels, lieu de naissance, depuis quand en France, et tout ça, ça influencera les pathologies, je vais vous le montrer. Si on prend l'exemple d'une femme originaire d'Afrique subsaharienne, on va dire statistiquement, elles ont pu, si la migration est récente et qu'une grande partie de leur vie s'est passée en Afrique subsaharienne, avoir eu un parcours de vie peut-être plus douloureux, des grossesses plus précoces, des violences sexuelles, la violence de l'annonce du VIH. Alors là, ce ne sera pas la peine de me tenter de me faire un procès là-dessus. J'ai beaucoup travaillé en Afrique, donc je sais de quoi je parle quand je dis ça. Je sais que pour un certain nombre de femmes, quand elles ont été dépistées séropositives, elles ont été mises dehors avec les enfants. Donc c'est quand même comme ça que ça se passe aussi. La question du papillomavirus, j'ai une diapositive après qui montre que les femmes en Afrique sont contaminées plus tôt par le papillomavirus et qu'elles ont plus de virus qu'on appelle oncogènes, donc un plus grand risque de cancer. La fréquence des pathologies tubaires, à cause des infections sexuellement transmissibles. La plus grande fréquence des fibromes utérins, je vous montrerai ça après. La plus grande fréquence de fibromes utérins fait qu'il y a une plus grande fréquence de carence martiale, c'est-à-dire de perte de fer, parce que les règles sont plus longues et plus abondantes, donc les femmes perdent plus de fer, donc elles manquent de fer. La fréquence des fistules et ou des prolapsus. La fistule, c'est une fistule entre le vagin et le rectum, par exemple, et les prolapsus, qu'on appelle la descente d'organes, un discours populaire. Et donc, le nombre de grossesses influence ça, et le nombre d'accouchements
plus ou moins difficiles, voire traumatiques, favorisent ça aussi. Une spécificité, c'est que dans un certain nombre d'ethnies, là aussi on parle de l'Afrique subsaharienne, mais il y a plein d'ethnies différentes, les toilettes vaginales, il y a une tradition de toilettes vaginales avec des produits agressifs qui vont induire des conséquences essentiellement sur la vie sexuelle avec la question du plaisir sexuel. Et évidemment, il y a la question des mutilations sexuelles. Donc ici, vous avez une dia dans le monde où, pour résumer, c'est quand on est infecté par le papillomavirus, on a un plus grand risque de faire un cancer du col de l'utérus. Toutes les femmes dans la salle le savent, puisque c'est pour ça qu'on nous fait des frottis pendant toute notre vie. Et vous voyez ici, là, on n'est pas en train de parler sur la map monde, on ne parle pas de portage de papillomavirus, on parle de cancer du col lié au papillomavirus. Et vous voyez bien que selon où vous habitez, le cancer, la fréquence du cancer n'a strictement rien à voir. Donc, une femme qui a vécu la première partie de sa vie en Afrique subsaharienne a une fréquence, un risque de cancer qui dépend de sa zone d'origine. Donc, évidemment que pour nous médecins, on va avoir un suivi bien plus intrusif pour dépister, essayer d'enlever les lésions quand elles sont précoces, etc. Les fibromes, c'est ça pour vous dire, parce qu'après, souvent les gens ne savent pas trop de quoi on parle quand on leur dit qu'elles ont un fibrome. Des fibromes, il y en a autant de types que vous le voyez là. Ils peuvent être situés à plein d'endroits dans la paroi de l'utérus. Ils s'exprimeront donc pas pareil. Et c'est jamais des cancers. Mais des fois, on est obligé de les enlever parce qu'ils sont trop volumineux. Sans ça, on fait des traitements, etc. Mais évidemment, ça, il faut les prendre en charge. Et comme vous voyez sur la partie droite, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne ont un plus grand risque de fibrome. Les mutations génitales féminines, 200 millions de femmes dans le monde. Là aussi, ça dépend où vous avez passé votre jeunesse. Et vous voyez, selon les pays, que c'est extrêmement différent. Donc, quand on dit femmes originaires d'Afrique subsaharienne, il y a autant d'histoires de femmes et des cultures très différentes. Une petite spécificité, c'est la fameuse terre, ou le kaolin, ou l'argile, il y a autant de noms qu'il y a de pays africains, qui est une tradition classique en Afrique subsaharienne où on mange cette fameuse argile, on la lèche comme ça, qui au début surtout pendant les grossesses, puis après ça devient une habitude. Aucun problème en soi, si ce n'est que ça empêche totalement l'absorption du fer. Donc quand une femme, vous lui donnez, qui a des métrorragies, perd son fer, une carence martiale, vous lui donnez du fer et qu'il ne se passe désespérément rien, ben, il faut l'interroger sur ce sujet-là qui est un tout petit peu tabou, puisque sans ça, tout le monde perd son temps, vous et elle. Et du coup, ben, soit après, il faut donner du fer par voie injectable, qui résout la question, soit sans ça, la personne est prête à changer cette habitude-là en se disant, oui, en fait, je fais ça par tradition culturelle pour me rappeler un peu d'où je viens et qui je suis, mais finalement, c'est peut-être un souci. Deuxième petit souci, c'est que ça diminue un peu l'absorption des antirétroviraux. Pas la folie, mais quand même un petit peu. La grossesse, elle se déroule normalement sous couvert d'un contrôle rapproché de l'indétectabilité de la charge virale, qui permettra une non-contamination du bébé. Donc tout se passe normalement, si ce n'est que sur le dernier trimestre, il faut avoir une charge virale tous les mois. Et que si la charge virale est indétectable, il n'y aura pas de césarienne pour cause infectiologique. Évidemment que si le gamin ne peut pas passer, il y aura une césarienne quand même. Et très récemment, on a allégé les procédures obstétricales. On traite le bébé, ce qu'on appelle en post-exposition, 2 à 4 semaines. Et la question de l'allaitement sera traitée très longuement cet après-midi. Et en fait, on a, petit aparté, il y a très peu de problèmes d'interaction entre les antirétroviraux et les contraceptions, alors qu'à un moment, c'était un souci. Maintenant, c'est très facile de trouver des solutions qui marchent bien. Le désir d'enfant, il doit être évoqué, que ce soit pour un homme ou pour une femme porteur du VIH. Alors, il y a 2 aspects. Il y a le partage du secret dans le couple, le partage du secret de l'infection VIH, et les modalités possibles de procréation. Alors, actuellement, puisque il n'y a que la femme qui transmet le virus au bébé, donc si la charge virale chez la mère est indétectable, il n'y aura pas de transmission.
Donc on ne parle de procréation évidemment que dans le cadre d'une charge virale contrôlée, on va faire prendre des risques à tout le monde. Et l'aide médicale à la procréation n'est plus utilisée que dans le cas des problèmes de stérilité, d'infertilité selon. Et il faut juste se souvenir d'une particularité, c'est que les capacités de la fertilité de la femme VIH semblent être diminuées plus rapidement que chez la personne non VIH. Et donc il faut imaginer l'orientation vers les centres de procréation médicalement assistée un peu en amont. Je rappelle qu'en France, il faut que sur la procréation médicalement assistée, l'enfant soit né avant la 42e année de la mère. Donc il faut s'y mettre un peu en amont. Et comme traditionnellement on dit « Oh ben, on va envoyer les gens, les femmes, quand elles commencent à avoir 36-38 ans, le temps de faire les paperasses, le truc et le machin, c'est trop tard. » Donc il faut se mettre un petit peu en amont. Finalement, du coup, ça veut dire qu'on parle de procréation chez des femmes qui sont relativement jeunes. Il ne faut pas oublier ça. Et sur cette partie désir d'enfant, j'ai toujours un petit mot pour les femmes qui, entre guillemets, n'ont pas eu le temps d'avoir une grossesse. Je rappelle que pendant tant qu'on n'a pas eu le contrôle par les antirétroviraux de la multiplication virale, on conseillait aux femmes de ne pas avoir d'enfants, puisque les femmes transmettaient dans 30% des cas à leurs bébés, et que les bébés, puisqu'il n'y avait pas d'antirétroviraux, la moitié étaient morts avant 5 ans. Donc c'est trop dur de condamner une femme à avoir un enfant qui, s'il est infecté, va mourir sous ses yeux, alors que c'est elle qui a transmis la maladie. Donc on conseillait aux femmes de ne pas avoir d'enfants. Et entre-temps, les antirétroviraux sont arrivés. Tout le monde a pris le chemin d'une renaissance, mais il n'y a pas eu d'enfants. Donc j'essaye toujours, moi, dans les salles d'attente et tout, de ne pas trop surjouer. « Ah, il y a un bébé, comme c'est formidable, etc. » Alors qu'il y a d'autres femmes pour qui ça restera à tout jamais un deuil. Alors même parfois, c'était des femmes qui ne voulaient pas forcément avoir des enfants, hein, mais c'est pas pareil de ne pas en faire et d'avoir, entre guillemets, une interdiction d'en faire. Alors les comorbidités, ça a été évoqué. Vous avez ici, c'est une cohorte néerlandaise qui est très proche de la nôtre, l'évolution des âges dans la population, dans les files actives en Europe des gens séropositifs, c'est hommes et femmes. Vous voyez qu'en 2025, c'est sur votre gauche, en 2025, il y a plus de la moitié des gens séropositifs qui ont plus de 50 ans, et que ça va faire qu'augmenter, Dieu soit loué. Et à droite, vous avez le nombre de traitements qu'on prend le nombre de traitements qu'auront nos patients en dehors du traitement du VIH, du traitement des comorbidités. Globalement, en France, quand on a plus de 50 ans, la probabilité qu'on ait un petit traitement pour l'hypertension, pour le diabète, et ou pour les lipides, et ou pour X ou Y, on ne va pas faire d'interview dans la salle, enfin, on est tous exposés à pas mal de traitements. En 2030, 80% de la population VIH sera exposée à un risque cardiovasculaire, 17% au diabète et 17% au cancer. Ceci est la dure réalité. Voilà. Donc les années passent pour les patients, puisque je devais traiter un peu le vieillissement, mais finalement ce n'est pas très différent de la population générale, et ça va, contrairement à ce que les gens croient, beaucoup dépendre de leur mode de vie passé et actuel et de leur génétique. Je vais vous montrer un exemple. Comme on ne voit pas très clair, je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Vous vous mettez à droite, chez les femmes, c'est le pourcentage d'obésité dans différents pays du monde, population générale. Ça n'a rien à voir avec le VIH. Population générale. Et j'ai pas mal la flèche. Je m'éloigne. Vous avez ici les chiffres les plus récents, c'est donc 2008, où vous voyez que Afrique du Sud, près de 40% de la population féminine d'Afrique du Sud est obèse. À l'inverse, vous avez l'Éthiopie, quelque part par là. L'Éthiopie, ça n'existe quasi pas, l'obésité. Donc, il y a des raisons ethniques, culturelles, qui font qu'on a un plus grand risque de devenir obèse ou pas. Ça dépend évidemment
de la génétique et de l'alimentation, mais à une alimentation équivalente, il se passe des choses différentes. Donc ça, il faut le savoir, c'est juste parce que quand une patiente prend du poids sous traitement, il faut pas forcément se jeter sur dire « Ah, c'est le traitement ». Statistiquement, selon qui vous êtes, ce que vous mangez, vous avez un bien plus grand risque ou non de risquer une prise de poids excessive. Et quand on a une génétique qui existe depuis des siècles, qui s'est adaptée au fait de ne pas avoir assez à manger, c'est ça la génétique, hein, c'est l'adaptation à la situation. Et bien, quand on vous amène dans un univers où il y a à manger autant qu'on veut, et surtout des choses que vous n'êtes pas habitué à manger, c'est-à-dire avec des hydrates de carbone, des sucres on va dire, rapides, à tire-larigot, ben, vous n'avez pas d'autre suite que de devenir obèse, sauf si vous faites des efforts diététiques conséquents. Et il faut expliquer aux gens que les efforts diététiques conséquents, eh ben, c'est plus que leur voisin de table qui « Ah oui, mais lui, elle, il mange plus que moi, il ne grossit pas. » Ben oui, ben voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Ça dépend de son histoire. Le diabète de type 2, lui, est beaucoup plus fréquent chez les femmes originaires du Maghreb, essentiellement pour des raisons génétiques et pour des raisons culturelles. C'est assez rare de voir nos patientes d'origine maghrébine de plus de 60 ans qui sont des acharnées du sport. Donc c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est la réalité. Les patientes originaires du sud-est asiatique et d'Afrique subsaharienne ont plus d'hépatite B chronique. Les patientes, les migrantes originaires d'Europe de l'Est ont plus d'hépatite C. Pareil, c'est comme ça. Donc il faut adapter les dépistages et adapter la prise en charge. Et chez les femmes contaminées lors d'un parcours de vie dans la toxicomanie, il y a donc eu forcément plus d'hépatite virale dans l'histoire. Les hépatites virales C sont toutes guéries, donc ça a vraiment diminué le risque de cancer du foie et en amont le risque de cirrhose. Mais il faut bien prendre en charge le problème des hépatites B. Et comme l'immense majorité des personnes toxicomanes sont aussi tabagiques, eh ben, il y a forcément, avec le vieillissement de la population, plus de bronchite chronique obstructive, plus de cancer du poumon, plus d'infarctus, plus d'AVC et plus d'ostéoporose. Et la question n'est pas de se dire c'est injuste. On s'en fout que ce soit juste ou injuste. La question, elle est comment on fait pour que les gens aillent bien. Et il faut justement aider les gens à se mettre dans cette stratégie. J'ai mon histoire, je me transporte avec mon histoire et je fais ce que je peux pour que ma qualité de vie, là, maintenant, soit correcte. Et pour les troubles neurocognitifs légers qui sont très à la mode, c'est-à-dire est-ce qu'on est un petit peu moins compétent dans sa tête qu'on ne l'était avant, est-ce qu'on perd un peu le mot, je parle pour moi, etc. Ben, ça va beaucoup dépendre de si on a eu des accidents neurologiques dans son passé. Ça, c'est juste que si on en a eu, ben, il y aura un plus grand risque. Ce qu'on appelle la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est est-ce qu'on a mis plein de choses dans notre cerveau? Et est-ce qu'on utilise notre cerveau? Stratégie américaine, to use it or to lose it, s'en servir ou le perdre. Et donc, il faut absolument inciter les gens. C'est pas la peine de dire aux gens de 80 ans qu'il faut qu'ils disent plein de choses, etc., etc. Tout ça, ça doit être fait bien en amont, parce que plus on a mis de choses dans sa tête, comme on va en perdre un peu, ben plus il en restera. C'est bête comme chou, mais ça fait du bien de lire. Et l'autre facteur majeur de troubles neurocognitifs, c'est la dépression. Donc, il ne faut pas éviter ce cercle vicieux. Je me trouve un peu moins bien dans ma tête, ça me déprime, c'est triste de vieillir, je n'ai pas envie, etc. Je décline parce que je suis déprimée, et ainsi de suite. Donc, il faut absolument prendre en charge les états dépressifs par voie médicamenteuse ou par voie psychologique. Donc là, on en est où dans le timing, Julia? Il faut finir. Donc là, c'était juste pour montrer à toute vitesse qu'il reste un surrisque d'infarctus chez les femmes VIH par rapport aux femmes non VIH, mais aussi parce que ça n'a pas été le même mode de vie. Il y a un risque d'ostéoporose important chez les femmes VIH par rapport aux femmes non VIH. C'est aussi vrai chez les hommes. Et du coup, on a dit, oh là là, il faut dépister les hommes pour l'ostéoporose. Non, mais les femmes aussi, elles ont l'ostéoporose. Donc, pour
l'ostéoporose, on ne sait pas la réparer, donc la chose qui marche le mieux, c'est de la prévenir. Et pour la prévenir, il faut qu'il y ait toujours du calcium à disposition dans l'organisme, parce que si on n'a pas de calcium à disposition pour nos cellules, on se serre sur l'os, c'est imparable. Donc il faut que les gens aient du calcium, et donc il faut qu'ils aient de la vitamine D. C'est la vitamine D qui permet d'absorber le calcium. Les cancers, col utérin, on a parlé. Sein, il n'y a pas plus de cancer du sein chez la femme VIH que chez la non-VIH. Cancer du côlon, pas de différence non plus. Et la petite particularité du cancer de l'anus, qui est lui aussi lié à l'HPV, il est plutôt mieux dépisté chez les hommes VIH et encore très peu dépisté chez les femmes VIH. Donc ça, comme qui dirait, il faut y aller. Surtout le poids du secret, dans mon expérience, qui n'est que mon expérience, 40 ans, ça reste une souffrance pour toutes. Une souffrance qui est plus ou moins bien gérée, mais le silence reste très présent, et j'ai été tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que le silence est encore plus net quand on ne se retrouve dans aucun groupe. C'est-à-dire ce qui a été évoqué tout à l'heure. J'ai attrapé le VIH, là, il n'y a rien qui disait spécifiquement que j'allais le trouver. Donc je n'ai pas de lieu, c'est des femmes qui ne veulent en général pas aller dans le milieu associatif parce qu'elles ne se retrouvent pas du tout dans l'histoire des autres. Puis comme elles me disent, de toute façon, puisque personne n'en parle nulle part de notre cas, je ne veux pas en parler non plus. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas toutes affreusement malheureuses, elles gèrent ça. C'est un truc qui est comme ça, à un endroit d'elles, et s'en arrange. Et donc la dernière partie, c'est que globalement, nos femmes séropositives, elles vont presque toutes bien en ce qui concerne leur séropositivité, et elles n'ont surtout pas envie qu'on leur dépiste un autre problème. On le conçoit, mais sauf que c'est aussi notre métier de médecin de découvrir les problèmes assez tôt pour éviter qu'ils ne deviennent des problèmes plus graves. Mais forcément qu'à chaque fois, elles disent « Ah, mais pourquoi vous voulez me faire ça ?» Je vais vous faire ça parce que voilà, il faut. Donc il y a aussi ça dans cette espèce de... Oui, ce matin, dans les différents témoignages, on sent bien la souffrance des gens qui ont survécu aux années noires du sida et qui maintenant voudraient que, voilà, que tout aille bien et puis qu'on arrête de leur dire « Ah, mais voilà, si, votre tension, elle monte, votre ci, votre ça. » Oui, mais ça, c'est la réalité, quoi. C'est l'indifférente réalité qui fait que nous avons notre cycle biologique. Je vous remercie. Il y a déjà plein de questions. Merci Pascal. On a beaucoup de retard, mais on a une question quand même aussi en ligne. Plusieurs questions, donc je vais passer le micro à tout. Merci. Alors, une question en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'utilisation de contraceptifs chez les personnes vivant avec le VIH ? La question des contraceptifs chez les gens vivant avec le VIH. Oui, c'est ça. Quelles sont les méthodes à proscrire et pourquoi ? Alors, sur les contraceptifs oraux, une des difficultés était avec l'utilisation du Norvir, utilisé avec les antiprotéases. C'est des molécules qui sont quand même beaucoup moins utilisées maintenant. Et de toute façon, même si quelqu'un avait ce traitement-là, il y a toujours une solution pour basculer sur autre chose. Donc ça simplifie. Après, il y avait une alerte sur les favirenz et qui diminuait peut-être la durée d'action des contraceptifs à longue durée d'action. Même cette alerte-là a été levée. Donc maintenant, on est vraiment très très serein. Et il y a un merveilleux site qui s'appelle Liverpool, comme la ville anglaise, Liverpool Interaction, où, que ce soit la personne ou son médecin, vous tapez les traitements que vous prenez et il y a l'explication à côté. Et vous voyez qu'actuellement, presque à chaque fois, c'est écrit ce qu'on appelle weak interaction, c'est-à-dire une interaction tellement modeste que ça ne pose plus de soucis. Et pour tout ce qui est dispositif intra-utérin, pareil, on n'est plus en souci. Il y a aussi la règle d'interaction d'action. Tout à fait. Alors, l'avantage, la vôtre, elle est en français, ce qui est quand même beaucoup mieux, et puis on l'a dans la poche. L'avantage un peu de l'autre, c'est quand on est dans une consultation, c'est qu'on peut rentrer en même temps toutes les molécules prises.
et ça fait les mélanges. Mais enfin, de toute façon, sur la question des contraceptions, on est vraiment beaucoup plus à l'aise qu'il y a 10 ans en arrière. Merci. Et juste une question pour la salle. Oui, je voulais savoir qu'en étant du risque leucémique, quand on a pris des ARV pendant 20 ans, parce que c'est un risque important. Et d'ailleurs, on est testé maintenant pour ça. Et est-ce qu'il y aura des possibilités et est-ce qu'on survivra à une leucémie? Voilà. Alors, il n'y a pas de sur-risque établi à ce sujet-là. En termes de cancérologie hématologique, il reste le sur-risque de lymphome malin non-hodgkinien qui avant, quand on n'avait pas les traitements, c'était 250 fois plus de risque. Donc c'était hélas le quotidien. Maintenant, ça a beaucoup diminué. Il reste encore un petit risque. Il n'y a quasi plus de lymphomes cérébraux. Alors qu'il y en avait plein avant, c'est vraiment une rareté. Et les patients VIH font plus de maladies de Hodgkin que les patients non VIH, alors qu'avant on en voyait très peu. Et ça ne diminue pas avec la prise en charge. Même si les patients sont contrôlés, ça reste. C'est une histoire avec l'Epstein-Barr virus. Et donc ça, voilà, quand on a des ganglions, etc., il faut savoir se faire dépister. Alors toute personne séropositive a des gros ganglions. Donc il faut que ce soit pas comme d'habitude, quoi, entre guillemets, pour résumer. Et sur le leucémie, il n'y a pas encore d'alerte. Alors, ce qui est vrai, c'est que la population globale, vous avez vu sur les graphes avançant en âge, on va voir plus de myélome et plus de leucémie lymphoïde chronique qui sont deux maladies hématologiques associées à l'âge. Et c'est vrai que les myélomes, ça commence à bouger un petit peu. Et alors, pour répondre à comment on va traiter ça, on a des bonnes nouvelles. On préférerait toujours pas avoir cette maladie. Mais ce qui est sûr, c'est que les patients VIH tolèrent admirablement des chimiothérapies, même très agressives. On a appris ça, non mais sans blaguer, on a appris ça avec les lymphomes malins non-hodgkiniens qui étaient toujours de grade 4 chez nos patients VIH et qui donc nécessitaient des chimiothérapies costauds. Et les hématos nous disent toujours, non mais alors, tes patients, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc, je veux dire, ça veut dire que vous aurez accès aux meilleures thérapeutiques, que vous aurez accès, par exemple, vous avez dû entendre parler des anti-PD-1, enfin, c'est des choses un peu révolutionnaires dans le traitement du cancer. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on peut en donner au VIH? Parce que pour des raisons immunologiques très compliquées, ça a interrogé. Finalement, on est très content, ça marche très bien, les immunos, en plus, ils sont ravis. Donc, vous voyez, c'est forcément une mauvaise nouvelle d'avoir une maladie néoplasique, mais on n'a pas de retenue sur le traitement, ce qui fait que les gens sont actuellement traités avec les molécules qui ont le meilleur taux d'efficacité. Merci.